jouer donc au Maroc. Ce sera au mois de juillet. Mais on va aussi et beaucoup parler de basketball, puisque vous l'avez suivi avec nous. L'actualité ce week-end a été marquée par la deuxième fenêtre FIBA organisée au Dakar Arena et qui a vu les Lions terminer premier du groupe B, mais avec quand même des choses à dire quand même dans le jeu, puisque les Lions, vous l'avez suivi avec nous, ont perdu leur deuxième match contre la République démocratique du Congo. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur technique national du basket, Moustapha Gueye. Directeur, bonsoir. Bonsoir, Elhadji Dramé. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Voilà. Et en face du coach, il y a évidemment mes deux consoeurs, Fatoumata Savané, qui était au Dakar Arena, et François Seck en plateau. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierno, bonsoir à tous. Voilà, allez, on va plonger dans le vif du sujet. Pour d'abord parler, pour revenir sur le tournoi, Fatoumata Savané, il y a, on le sait, hein, à quelques heures du démarrage du tournoi, ou en tout cas du premier match du Sénégal, on a appris le décès d'Elhadji Malick Sy Souris. Et le monde du basket a quand même tenu à lui rendre hommage, puisque c'est vrai, il a été ancien président de la Fédération sénégalaise de football, mais c'est d'abord un sportif, hein, un homme d'une grande dimension. Et effectivement, le Dakar Arena a voulu lui rendre hommage. Oui, effectivement, Thierno, un sportif hors pair, un intellectuel accompli, un homme humble qui a été au service de sa nation, et les joueurs et bien sûr le public de Dakar Arena ont tenu à lui rendre hommage juste avant le début du match Sénégal-Égypte. Ouais. On va voir justement la minute de silence, si c'est bien calé, avant le coup d'envoi du match. Il y a, voilà, donc c'était lors du match Sénégal-Égypte, donc le premier match des Lions, remporté évidemment par les Lions. Et voilà, une minute de silence donc à la mémoire d'Elhadji Malick Sy Souris. Directeur, un mot sur Malick Sy Souris? Multidimensionnel. Parce que notre génération qui l'avons suivi, on était très jeunes. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué son temps de par ses qualités managériales. Vraiment, il était apprécié de tous. Et tout le monde sait que c'est un vrai croyant. Et vraiment, on prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Ouais. Malick Sy Souris, Françoise, qui vous était très proche en vous, on se souvient, cette proximité a démarré avant 2002, mais quand même 2002 a beaucoup renforcé le lien qu'il y a eu entre vous. Oui, tout à fait. Elhadji Malick Sy Souris, comme on l'a dit, on l'a redit, un homme multidimensionnel, un homme qui a beaucoup fait pour le sport sénégalais et pour l'administration sénégalaise. Il a eu à créer le centre Aldo Gentina, il a eu à occuper des postes tels le ministère du Tourisme. Et aujourd'hui, si on parle du football féminin au Sénégal, je pense qu'on le lui doit, puisque c'est lui qui avait en tout cas accepté, sur la demande du comité exécutif et de moi-même, de créer la première équipe nationale de football féminin. Et il avait mis cette équipe-là dans d'excellentes conditions. Et je me rappelle quand le Nigeria nous battait à Dakar 8-2, j'ai versé des larmes. Il m'a dit non, c'est le dur apprentissage justement du football professionnel. Et je pense qu'il faut continuer. Et au retour, le Nigeria nous a battu 1-0. Donc c'est pour vous dire qu'il savait galvaniser les gens avec qui il était. Il était d'une délicatesse hors norme, d'une classe et d'une écoute, hein, surtout d'une écoute. Et il savait beaucoup de choses. Et quand il vous donnait des conseils, quand vous suivez ces conseils, forcément, vous verrez les résultats. Et je l'ai interrogé pour la dernière fois, malheureusement. C'était lors du décès de Joseph Koto. Il avait refusé, il avait en tout cas émis des réserves de ne pas s'adresser à la presse. Mais quand je suis venue lui dire, Président, il faut un mot pour Koto, il m'a dit, Françoise, tu es ma fille, je ne peux rien te refuser. Et son fils me disait, mais qu'est-ce que tu as dit à mon papa pour qu'il accepte de parler? Donc c'est pour vous dire qu'il était d'une délicatesse sans commune mesure. Et il aimait beaucoup le football. Il aimait le football féminin qu'il a mis sur les rails. Et je pense que le Sénégal, en tout cas, lui doit vraiment un honneur, un hommage mérité. Ouais. Ouais. Alors avant de donner la parole à Savané, parce que Fatoumata Savané a
a couvert la publication du livre d'El Hadj Malick Sy Souris. On va quand même faire entorse au protocole, puisque au conducteur, hein, et diffuser l'élément du parcours de Malick Sy Souris. En attendant qu'on calme, vous avez couvert la publication de son livre, où c'est une autobiographie. Malick Sy Souris, un homme arc-en-ciel, si je ne me trompe pas sur le titre, que j'ai eu le plaisir de lire. Effectivement, on apprend beaucoup sur l'homme. Hein. C'était un grand sportif d'abord, très très bon footballeur, puisqu'il a fait partie des premiers sélectionnés en équipe nationale, mais surtout sa carrière aussi dans l'administration, ce qui l'a même amené à occuper un poste de ministre. Oui, il a fait, un poste de ministre, mais surtout dans le social aussi. Il a été un homme très près des populations, des gens donc, qui en avaient vraiment besoin. Et je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de créer une association pour aider toutes les personnes qui étaient autour des sportifs, les veuves, les orphelins des sportifs, pour les aider à avoir une meilleure vie. Je pense que tout ça, on le lui doit. Donc, on présente nos condoléances à sa famille, mais surtout à ses amis également, avec toutes ces personnes avec qui il a parcouru un chemin. Oui. El Hadj Malick Sy Souris qui a également créé le centre Aldo Gentina, qui a produit des internationaux comme Moussa Ndiaye, Souleymane Camara, Salif Diao, qui ont fait des beaux jours de l'équipe nationale, surtout en 2002. Allez, on va suivre cet élément que nous propose Habib Mbaye, qui revient sur le parcours d'El Hadj Malick Sy Souris. Il n'attendait que la coupe pour partir vers les cieux après avoir vécu et partagé dans ses ultimes jours la joie et l'allégresse d'un peuple qui a tant rêvé de brandir une coupe d'Afrique. Un sacre qu'El Hadj Malick Sy Souris a tant cherché en tant que joueur, capitaine, qui a conduit l'équipe nationale du Sénégal aux Jeux de l'amitié de 1963. Une compétition que le Sénégal a toujours gardée dans les hauts faits sportifs dont il pouvait se glorifier. Les gloires ont toujours jalonné son parcours jusqu'en 2002, où il a accompagné en tant que président de la Fédération sénégalaise de football la bande à El Hadji Diouf et Fadiga à la finale de la CAN 2002 au Mali et en quart de finale de la Coupe du Monde en Corée et au Japon dans la même année, où le Sénégal a été une révélation pour avoir battu la France, championne du monde, tout à l'honneur de Souris. L'homme a toujours œuvré pour que le sport et les études fassent bon ménage au point de gravir les échelons d'une administration de son pays dans les impôts et domaines où il a occupé le poste d'inspecteur principal de classe exceptionnelle avant d'être ministre de la République. Aux derniers instants d'une vie consacrée à une passion sportive, ce patriote a regagné l'au-delà au terme d'une vie remplie, fier d'une génération qui a consacré le Sénégal champion d'Afrique lorsqu'il fait paisiblement ses adieux au monde du sport, à sa famille, à son peuple, pour un repos éternel. Voilà, El Hadj Malick Sy Souris, donc son âme repose en paix, et nos condoléances à sa famille, les condoléances de la direction générale de la RTS et de toute la RTS. Voilà. Et à Sega Sakho aussi. Et à Sega Sakho, c'est vrai. C'est vrai. Très proche, c'est son neveu. Ouais. Exactement, exactement. Allez, on revient sur les parquets à présent pour parler du tournoi de basket. Donc, la deuxième fenêtre FIBA organisée ici à Dakar. C'était à Diamniadio pendant tout ce week-end. Alors, Savané, les Lions qui avaient affronté, qui sont dans le groupe D, qui ont affronté l'Égypte, la République démocratique du Congo et le Kenya. Hein, les Lions qui ont eu un démarrage en trompe en s'imposant devant l'équipe qui était censée être peut-être la plus forte du groupe. Enfin, en tout cas, à côté du Sénégal, on en reparlera avec le DTN. Mais quand même, au finish, il termine premier du groupe D. Oui, premier du groupe D, au même titre que l'Égypte et la RD Congo. Mais le Sénégal, avec ces 2 victoires, est quand même leader. Les hommes donc de Mamadou Gueye qui ont donc trébuché. Ils ont trébuché devant la RD Congo, mais quand même, ils ont eu 2 matchs avec 2 victoires, surtout face au Kenya, avec une large victoire de 100 à 57. Vous pouvez le voir sur le tableau avec donc les matchs du Sénégal face à l'Égypte, c'était en 75-57. Ensuite, face au RD Congo, c'était également 62 pour la RD Congo et 57 pour le Sénégal. Et bien sûr, pour le dernier match, c'était 100
pour le Sénégal et 55 donc pour le Kenya, pour dire tout simplement que donc Youssouf Ndoye, meilleur marqueur de ce match, 21 points avec un double-double dans cette compétition avec 21 points, 11 rebonds. Le capitaine donc qui a déjà fait donc un bon parcours avec ses coéquipiers. Branco également qui a réalisé 12 points dans ce match face au Kenya, pour dire tout simplement que les Lions ont fait un parcours intéressant, même si ce n'est pas un carton plein, comme on va le dire. Voilà. Ouais, ben justement, on va poser la question. Est-ce qu'on peut qualifier effectivement le parcours du Sénégal d'intéressant, puisqu'il n'est pas parfait, puisqu'il y a eu cette défaite contre la République démocratique du Congo? En tout cas, plein d'enseignements. Plein d'enseignements. Je pense que l'objectif assigné, c'était d'avoir les 3 victoires. Et en même temps, être premier de notre poule. Donc, malgré le revers qu'on a eu contre la RDC, nous avons eu la chance de voir l'Égypte battre la RDC. Donc, au bout du compte, nous sommes leaders de notre poule. Et ça, c'est intéressant, c'est bien dans l'optique des autres fenêtres. Ça est dans ce genre de tournoi, la délicatesse, c'est que l'équipe ne s'est pas retrouvée depuis l'Afrobasket, depuis Kigali. Et aussi, nous participons, le président Babacar l'a dit dans des émissions précédentes, sans quelques-uns de nos meilleurs éléments, notamment Ibaba Falfaye, notamment Gougui Sidiane, Georges Niang, nos 2 Américains. Et la troisième chose, nous avons eu 3 séances d'entraînement avant le tournoi, avec des jeunes qui arrivent dans l'équipe. Donc je pense que si on fait, on tient compte de tout ça, je pense que la prestation de l'équipe a été bonne. Maintenant, le match contre la RDC, on pourrait en reparler parce qu'on n'a pas pris du bon bout. Ouais. Alors justement, sur ce match-là, il y a des séquences qui nous font un peu penser à la demi-finale perdue contre la Côte d'Ivoire. Moi, je vais surtout insister sur le fait qu'à chaque fois que l'équipe revient à hauteur de l'adversaire, on a souvent tendance à mal gérer ces séquences-là. L'attaque qui suit, on perd le ballon et puis derrière, on se prend au shoot qui ramène les choses à plat, à zéro. Vous savez, dans tout apprentissage, c'est un processus. Hein. Vous avez vu le football qui a mis autant de temps, qui a construit quelque chose. Coach Aliou a fait partie beaucoup d'anciens, il a mis des jeunes, il a bâti quelque chose pour arriver au sac aujourd'hui. Au basket, nous avons pensé depuis quelque temps qu'il faudra mettre davantage de jeunes dans l'équipe. Et ça a un peu des inconvénients dans la gestion des matchs, manque d'expérience, manque de maturité. Je trouve normal qu'on ait des problèmes à ce niveau-là, mais je pense que il faudra tirer les enseignements, il faudra qu'on s'améliore sur ce plan-là au niveau de la gestion des matchs, l'état mental des joueurs, savoir quand tirer, quand attaquer le panier. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui ont intégré la tanière depuis 2 ans, et ça, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Française? Oui, en tout cas, féliciter la fédération et tout le staff, les joueurs, puisque l'objectif a été atteint, c'était d'être premier du groupe pour participer aux autres fenêtres. Mais je m'arrête un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez eu 3 jours de préparation. C'est dû à quoi? À la réglementation FIBA. Ah, ok. Les joueurs sont en compétition et ils ne sont autorisés à venir qu'à cette période-là. Contrairement aux Égyptiens, qui ont eu un temps, parce que la majorité des joueurs d'Égypte sont dans le championnat local. Vous avez vu le Rwanda, ils ont commencé à préparer depuis longtemps. Donc d'autres pays ont cet avantage devant leur ossature sur le plan local. Alors nous, notre ossature, elle est un peu éparpillée à travers le monde. Et la réglementation ne nous permet pas d'avoir nos joueurs à temps. Donc c'est un peu la complexité de la fenêtre. Mais je pense que ce qui est remarquable et à retenir, les jeunes qui arrivent dans l'équipe, Khalifa Ababakar Diop, qui a fait les U19 l'année dernière avec coach Parfait Divon, Ibou Dianko Badji et Boissy Jean-Jacques qui sont les 2 réservistes. C'est l'équipe des U18 il y a 2 ans. Amar Silla aussi, plus les autres, Bamba, Alga et les autres qui ont 22 ans, 23 ans. Qui a été excellent aussi. Ben oui. Al-Khali, Babou Faye. Mais je pense que l'avenir est radieux. Moi, je perçois beaucoup d'espoir à travers cette équipe. Nous sommes dans la continuité. Et un peu concevoir que quand on faisait le staff des équipes nationales, nous savions que Coach Boni ne pourrait pas être là, disponible pour les fenêtres FIBA. Parce que la NBA ne les autorise pas à venir. Et le choix de donner l'équipe à un entraîneur local, participe à
à la formation de nos techniciens. Je pense que l'expérience, ça s'acquiert. Nous avons des talents ici, des jeunes entraîneurs, Pabi Gueye, coach Parfait et d'autres, qui ont beaucoup de potentiel, à qui il faut donner des opportunités. Ouais. Et moi, je suis très content un peu des efforts qui sont faits par les entraîneurs, par les joueurs. La fédération, je n'en parle pas, parce que vraiment, il n'y a rien à dire. L'organisation a été vraiment à ce niveau-là, tout ce qu'il fallait faire. L'État du Sénégal nous a accompagnés, le ministre Matarba vraiment nous a autorisé à le faire et nous a donné vraiment ce qu'il fallait. Soyons rassurés que dans quelques années, nous allons récolter les fruits de notre investissement. Je pense que ça, c'est un peu la voie. Je l'avais dit il y a 2 ans concernant les filles, il y a 1 an, concernant les filles. Il fallait tourner une page et nous inscrire dans le moyen terme. Et heureusement que les garçons l'ont fait 1 an en avant. Et je demande juste aux Sénégalais, au peuple, d'être un peu tolérant, un peu intelligent, indulgent. Et je pense que dans les années à venir, on aura une grosse course équipe du Sénégal. Mais d'aucuns se posent la question par rapport au coaching. Si on confie l'équipe à un coach local pendant les fenêtres et qu'après, pendant la compétition officielle, qu'il y ait un autre coach, est-ce que ils ont le même style de jeu? Est-ce qu'ils vont maintenir le même groupe? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à la suite? Non, c'est pour rassurer que dans le travail qu'on a fait pour l'Afrobasket, coach Pabi Gueye et l'adjoint de Boniface, un des adjoints avec de Sagana Diop, ils ont travaillé ensemble, ils ont la même philosophie, ils ont travaillé même cette année sur la liste pour la fenêtre, les systèmes et tout. Je pense que nous sommes dans la continuité. Nous sommes assez intelligent pour savoir qu'il ne peut pas y avoir 2 équipes nationales du Sénégal. Il n'y en a qu'une seule. Et elle est pilotée par coach Boni, qui donne des orientations générales. Et maintenant, pendant la fenêtre, malgré toutes les considérations qu'on donne à coach Pabi, pendant le match, c'est lui qui gère son match. C'est lui qui coach en fonction de la réalité du moment. Mais je pense que nous sommes conscients que ensemble, avec coach Pabi, avec coach Raoul Topan, coach de Sagana Diop et Boni, nous allons arriver dans le moyen terme vraiment à faire de très bonnes choses ensemble. Ouais. En tout cas, les Sénégalais le souhaitent. Alors, dites-moi, Fatoumata Savané, vous qui étiez au niveau du Dakar Arena pendant toute cette période-là, l'organisation, comment vous avez trouvé l'apport du public? C'est vrai que le public n'a pas forcément répondu très présent comme on aurait pu le souhaiter. Bon, c'est vrai que les conditions, c'était un peu difficile, mais l'organisation en général, ça vous a paru cohérent? Oui, cohérent, surtout cohérente. C'était une belle organisation, mais surtout, le public a répondu, surtout le 12e Gaïndé qui était là. Il a donc répondu présent avec tout leur arsenal, avec les vertes, jaunes, rouges. Il y avait de l'ambiance dans le stade. Et je pense que c'était de ça dont les joueurs avaient besoin. Et ils ont démontré qu'ils étaient chez eux et qu'ils ont bien joué, peut-être trébuché devant la RD Congo. C'est parce qu'ils étaient entrés mal dans le match, selon le coach. Ils n'avaient pas démarré en trompe dans le match et ils n'arrivaient pas à retrouver leur repère. Et du coup, lorsque la RDC a eu son avance, la RDC non plus n'a pas lâché prise jusqu'à la dernière seconde. Je pense que les Lions sont partis même jusqu'à avoir égalité 47-A, mais c'était quand même difficile. Voilà, difficile de tenir ce bout, puisque les Congolais étaient vraiment présents physiquement, mais surtout très, très concentrés, alors que nous, on avait beaucoup de pertes, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de balles ratées sous la raquette. Voilà. L'adresse n'était pas au rendez-vous aussi. Et comme le dit coach Pabi, l'adresse, elle est contagieuse. Si un joueur ne retrouve pas sa main, il risque de contaminer les autres. Et on a eu ce match-là qui n'a pas été un bon match, mais je pense que le match face au Kenya, c'était vraiment le match tampon ou le match repère de ce tournoi-là. Et on essaiera sûrement d'aller donc dans cette 3e fenêtre mieux. Peut-être que par contre, la 3e fenêtre va se préparer pour se jouer au Caire en Égypte, mais sera également une autre paire de manches d'ici là. Je crois que sur ce match contre la RDC, nous avons plus peiné dans le jeu rapide. On n'a pas lâché le ballon très vite. Nous n'avons pas été durs dans les duels. Je pense qu'avoir battu l'Égypte la veille, qui était perçu comme l'adversaire le plus difficile, nous a endormis un peu. Et je pense qu'en premier temps, on n'a pas eu l'énergie qu'il fallait pour répondre présent. En deuxième temps, on a corrigé, on a essayé de... Ça s'est beaucoup amélioré, mais c'était déjà trop tard. La RDC était déjà en confiance. C'était compliqué. Et vous avez vu le dernier match qu'on a contre le Kenya, on a fait ce qu'il fallait faire.
Donc, on a tiré les enseignements et les jeunes étaient très contents de se libérer, et de partager le ballon, d'être assez durs dans les duels. Vraiment, les jeunes ont pris beaucoup de plaisir. Absolument. C'était un super match contre le Kenya. Il y a plein de highlights. Hein. On aurait pu faire une compilation de beaux gestes. Moi qui suis tous les jours le top 10 américain, on aurait pu avoir notre top 10. Il y a cette dernière action qui permet de marquer les 100 points. Alley-oop magique entre Mbaye Ndiaye et Pape Mamadou Faye. Alors, vous avez pu aussi recueillir les réactions des joueurs et de l'entraîneur. On va justement les écouter. Pape Gueye et quelques jours au micro de Fatoumata Savané. 2 minutes. Entre hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Franchement, aujourd'hui, on est mieux rentré dans le match. En défendant sur le duel de 1 contre 1, en passant la balle très très vite, en partageant aussi la balle. Ce sont ces détails qui font des différences au fil du match. Et nous avons très très bien fait de la première à la dernière seconde. Le plus important, c'était juste la victoire. Mais quand on partage la balle, il y a des tirs ouverts, il y a des transitions offensives qui se marquent très, très facilement. C'est ce qui a fait la différence. Et le contenu dans le match, le contenu, il est bon, je pense, offensivement comme défensivement. Ce que nous a manqué hier, on a manqué d'intensité, mais je pense qu'on a rectifié le tir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu avec le mental, il faut qu'on se rechute après la défaite d'hier. Et je pense qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble et on a joué en équipe et on a bien joué. Un bon capitaine, vous avez été meilleur marqueur. Qu'est-ce que vous en dites sur le plan individuel? Elles sont mises en place parce qu'on va accueillir toutes les équipes dans un hôtel de la place qui est à Saly afin de pouvoir non seulement contrôler dans ce contexte de coronavirus, mais au-delà de ça, de nous faciliter toute la logistique autour. Bien sûr, l'accès des stades et de la NBA Academy comme terrain d'entraînement pour les équipes. Et bon, il y a aussi tout l'aspect de la couverture médicale, du protocole médical qui est autour, non seulement pour Covid, mais en général. Et du point de vue événementiel aussi, on est en train de travailler avec pas mal d'agences événementielles sur le terrain pour pouvoir produire un spectacle de qualité. Je pense que l'attente des Sénégalais maintenant au-delà du sport en tant que tel, c'est que ce soit une expérience particulière qu'on puisse proposer aux spectateurs et aux téléspectateurs. Et c'est ça notre objectif. Voilà, Lamine Savané interrogé par Fatoumata Savané. On a aperçu dans les images J. Cole. Vous connaissez J. Cole? Ouais, oui. C'est un rappeur très connu aux États-Unis qui joue au basket, effectivement, pour une équipe rwandaise. C'est bien ça. Alors, c'est une belle organisation, une grosse organisation. C'est la deuxième saison, comme l'a dit Lamine Savané, qui va donc se jouer, en tout cas, la première partie, ici à Dakar. C'est le même dispositif qui est mis en place pour permettre aux supporters d'aller suivre les matchs, mais surtout de pousser le Dakar Université Club, qui, après la Douane, s'est qualifié pour cette deuxième saison. Oui, on se rappelle la Douane qui n'a pas passé les quarts de finale de la dernière édition, mais le tenant du titre, c'était les Zamalek d'Égypte, donc, qui a ce titre-là du bowl. Et ça se passera ici du 5 au 15 mars prochain. Ce sera également au Dakar Arena, comme l'a dit Lamine. Mais expliquer que c'est les champions nationaux de tous les pays qui se retrouvent. C'est une sorte de Ligue des champions, en fait. Voilà, exactement. Donc, tous les champions se retrouveront. Et 6 seront là, donc, pour jouer avec le Duc, le Dakar Université Club, pour la première fenêtre. Et l'autre fenêtre aura lieu dans un autre pays. Et après, maintenant, ceux qui vont sortir et les 3 autres donc, vont se croiser pour donc jouer le bowl. Le bowl final qui aura lieu également dans 15 Kigali, voilà, exactement, au Rwanda, comme la dernière édition. Donc, dire tout simplement que l'organisation sur Dakar est déjà enclenchée. Lamine Savané, pour le dire, il est le directeur des opérations du bowl. C'est lui donc qui se charge de l'organisation de cette compétition ici. Très bien. Alors, ce qui est important aussi dans cette compétition, c'est de jauger un peu le niveau du basket, en tout cas local, puisque ce sont des joueurs qui évoluent dans des championnats locaux, même s'il est permis d'aller recruter ailleurs. Mais d'abord, moi, ce que je retiens, c'est l'année dernière, c'est la Douane avec Pape Gueye, et cette année, c'est le Duc avec Parfait Adjivon, qui sont tous les deux dans l'ossature des équipes nationales. Ça veut dire que pour eux aussi, c'est de l'expérience en plus. Absolument. Parce que c'est une opportunité donnée aux clubs africains de gagner en expérience, de beaucoup jouer entre elles. Parce que ce qui est dommage, c'est que l'équipe du Duc qui s'est qualifiée, avec Pape Moustapha Diop, avec
Abdoulaye Ndoye qui sont partis. C'est dommage que nos clubs ne puissent pas retenir leurs meilleurs éléments. Je pense que ça aurait été bien que le Duc, avec tous ses meilleurs éléments de l'année dernière, mais je pense qu'on a du talent. On a du talent ici. L'équipe s'est bien préparée, elle est entrée en plein chantier. Je pense qu'on va faire de bonnes prestations. Enfin, on le souhaite en tout cas vivement et tous les moyens seront mis en place pour que vraiment le Duc atteigne l'objectif. Françoise, une bonne initiative, je pense, puisque les clubs champions ne participaient plus depuis quelque temps à des compétitions africaines. Il fallait attendre l'équipe nationale, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Et je souhaite, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tierno, que toute la direction technique sera aux côtés de Parfait Adjivon pour pouvoir gagner ou alors aller très loin dans cette compétition-là, même si le Duc a de nouveaux joueurs, mais considérer que ce n'est pas le Duc qui se représente lui-même, mais que le Duc représente effectivement le Sénégal. C'est clair que pour cette campagne, le Duc, c'est l'équipe du Sénégal qui sera là. Bien sûr. Donc tout le monde sera derrière le Duc. Et on ne ménagera aucun effort pour vraiment aider coach Parfait Adjivon et son équipe pour vraiment aller de l'avant et gagner des matchs au grand vraiment bénéfice du peuple sénégalais. Absolument. Allez, Françoise, je vais rester avec vous. On va parler de la Ligue 1. Je sais que vous suivez, c'est un championnat que vous adorez, la Ligue 1, avec la 11e journée du championnat qui s'est jouée donc ce week-end. On va découvrir le classement. Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Il n'y a eu que 5 buts sur seulement 2 terrains avec la victoire de l'AS Pikine en déplacement à Gorée sur le score de 4-0. Match nul entre GF et Génération Foot, 1 but partout. Et puis la victoire de l'AS Douane en déplacement à Djambar. Ça fait donc 7 buts seulement pour une journée de championnat. Oui, mais je pense que c'est... En fait, ce sont les retombées négatives de l'arrêt, justement, que ce championnat-là a connu. Parce qu'il faut signaler que pendant toute la CAN, il n'y a pas eu de championnat national. Et du coup, les équipes manquent de rythme, les automatismes ne sont plus huilés. Et c'est comme s'ils devaient recommencer à zéro et qu'on était au début du championnat alors que nous sommes à plus de 10 journées. Donc je pense qu'ils vont atteindre peut-être le rythme dans 2 ou 3 journées à venir. Mais ce sont les retombées négatives de cet arrêt-là. Donc il faut qu'on revoie également pendant les compétitions, que les gens puissent jouer les jours où il n'y a pas match pour pouvoir maintenir l'équipe dans un bon tempo. Et ça ne va pas s'arranger puisque la première partie du championnat va bientôt se terminer. Après, la Ligue va certainement décider si elle va marquer peut-être une trêve ou en tout cas enchaîner avec la suite du championnat. On découvre le classement. C'est Génération Foot qui est leader avec 19 points, suivi du Casa Sport, 19 points également. C'est au goal différence que Génération Foot est devant. Guédiawaye Football Club, le premier et 3e, devant l'AS Pikine et le Jaraaf qui est 6e, Teungueth, le champion en titre, et 7e dans le ventre mou du championnat. Dans la deuxième partie, on retrouve l'Union sportive de Gorée, Mbour Petite Côte, et puis on va tout de suite plonger en bas pour voir que Niambour est avant-dernier, juste derrière Djambar, qui est actuellement 13e du championnat et 3e à la queue. Seneps Excellence avec seulement 9 points. Allez, on enchaîne. Françoise, vous qui aimez le football féminin. Le football au féminin. Il faut quand même le dire, vous êtes l'initiatrice du football féminin au Sénégal. Les Lions qui se sont qualifiés donc à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la 2e qualification des Lions du football, une qualification acquise de haute lutte face au Mali. Le Mali qui n'est pas un petit en matière de football féminin. Le Mali avait même souvent éliminé le Sénégal. Et donc les Lions ont pu prendre leur revanche. Elles sont rentrées en début de semaine et ont été accueillies par le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qu'on va écouter avec l'équipe TV de la Fédération sénégalaise de football. On est aujourd'hui venu ici à l'aéroport AIBD avec les membres du comité exécutif, avec le 12e Gaindé
les membres de l'administration pour accueillir nos Lions qui se sont qualifiés brillamment à leur deuxième CAN. Et je pense que c'est important pour le football sénégalais. Après le trophée remporté par le senior, après le trophée remporté par le beach soccer, ainsi que le trophée qui a été remporté par les malentendants, de voir nos filles se qualifier pour la deuxième fois pour une CAN. Donc on les félicite, on les encourage, on en est qu'au début. On espère qu'elles nous représenteront dignement au mois de juillet au Maroc pour la prochaine édition de la CAN. Et comme nous sommes bien sûr très humbles mais très ambitieux, on leur demandera pour la première fois de leur histoire de franchir le premier tour, de viser les quarts de finale, voire les demi-finales. En tout cas, on félicite encore le coach Mam Moussa Sissé, la présidente de la commission du football féminin, Sénindir Sek, mais aussi Samsedine Diata qui les avait accompagnés au nom du comité exécutif. Mais aussi, nous félicitons l'ensemble des acteurs du football féminin pour ces progrès que nous constatons, aussi bien pour l'équipe A que pour l'équipe U20 et l'équipe U17. L'équipe féminine, le football féminin au Sénégal est en train de se mettre au diapason du football masculin, celui de l'excellence, et nous en sommes fiers. Le travail continue. Et avec le slogan Manko Wutindamli, nous sommes prêts à voyager très longtemps avec d'autres succès à la clé. Voilà, le 12e Gaïn est toujours fidèle au poste, qui a donc accueilli les Lions avec, aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de football, Manko Wutindamli, qui est ambitieux, même si c'est une ambition mesurée, puisqu'il parle de sortir du premier tour, aller chercher un quart, voire peut-être une demi, mais ça reste quand même de l'ambition. Aujourd'hui, on est dans une... disons, dans un, dans un tempo de victoire. Il faut, pourquoi pas, essayer d'aller... En demi-finale, les plus grands pas. en demi-finale. Ben oui. En tout cas, je pense que c'est possible, puisqu'il faut d'abord féliciter cette équipe-là avec Mamoussa Sissé. Ils ont donné le ton au tournoi de l'UFOA. Quand il mange bien, il fait de bons résultats. Il faut simplement lui servir de bons plats. Voilà. Donc, ils ont d'abord donné le ton pour le tournoi de l'UFOA, que les filles ont gagné. Ouais. Et aujourd'hui, ils récoltent en fait les fruits de ce qu'il a semé. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il se retrouve aujourd'hui, 10 ans après, parce que le Sénégal a participé à la Coupe d'Afrique en 2012. Et aujourd'hui, 2022, 10 ans après que cette équipe-là se retrouve au Sénégal, à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut dire que même la compétition, elle a évolué. Elle était de 8 équipes. Aujourd'hui, la CAF amène à 12 équipes. Et quand vous regardez les 12 équipes qualifiées, vous vous rendrez compte qu'il y a des équipes qui planaient sur le football féminin africain, qui ne sont pas présents, des équipes qui ne sont pas présentes dedans, comme le Ghana. Le Ghana, qui en 2016 était classé 3e, aujourd'hui ne figure pas sur la liste des pays. Et il y a des pays comme justement le Botswana, comme le Burkina Faso, comme le Togo, comme le Burundi, qui sont en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le disait le coach tout à l'heure, il y a un nivellement qui se fait au niveau du football féminin. Et moi, je suis très heureuse de voir cette équipe de football féminin gravir comme ça des échelons. C'était ça notre objectif. C'est vrai, on a ouvert la voie et chacun, en ce qui le concerne, apporte sa pierre à l'édifice. Et il faut féliciter Mamoussa Sissé et toutes les filles qui ont été de cette expédition-là, parce que ce n'était pas évident. Battre le Libéria au premier tour, battre le Mali ici à Dakar 1-0, aller prendre un but là-bas, rater un penalty et aller au tir au but. Il faut avoir du cran, avoir un mental pour le faire. Et je pense qu'elles l'ont réussi. Donc, félicitations à elles. Et on les attend au mois de juillet au Maroc. Elles seront avec d'autres équipes qui participent pour la première fois, mais elles seront également avec le Nigeria qui a quand même participé
a plus de 10 Coupes d'Afrique, qui en a gagné 11. Donc, ça veut dire que on se croise les doigts pour que le tirage, en tout cas, nous mette en dehors de ce groupe-là. Alors, je souris un peu parce que vous avez parlé de mental et on sait que Fatoumata Savané aime beaucoup. Pour elle, le mental, c'est extrêmement important. Mais c'est important parce que le Sénégal a d'abord, Françoise l'a dit, gagné ici à Dakar, à Thiès plutôt, 1-0 avec des absents quand même qui ont rejoint le groupe. Elles sont allées se battre à Bamako, elles ont été battues 1-0, elles ont raté un penalty en plein match. Mais c'est à la séance des tirs au but, les séances qui maintenant apparemment nous réussissent. Eh oui. Bizarrement. En tout cas, je pense que c'est surtout quand on rate un penalty. Ouais, surtout quand on rate un penalty en plein match en plus. Quand on rate un penalty, on gagne le match. C'est tout à notre honneur. C'est juste qu'on est en train d'y travailler sérieusement avec tout le staff technique. Je pense que les coachs maintenant, ils partent à toutes les éventualités, c'est-à-dire qu'ils disent aux filles et aux garçons également qu'un match doit se jouer en 90, en 120 ou même au tir au but. Je pense que c'est une bonne option puisque peut-être avant on n'y pensait pas trop, on se dirait qu'il faut plier le match dans le temps réglementaire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les matchs, c'est peut-être plus long que ça. Mais on va également féliciter Céline Ndirsek, qui est également technicienne à la RTS, mais qui est présidente de la commission féminine avec les filles. On leur dit félicitations et bonne continuation, surtout pour cette Coupe d'Afrique. Et on espère tout simplement qu'elles vont aller le plus loin possible. Attention au Nigeria, 14 participations, le Cameroun 13 et l'Afrique du Sud 13 participations. De toute façon, comme on dit, il y a un début à tout. 2022, quasiment tout. On n'a pas à avoir peur de ces équipes. Je pense que la Fédération sénégalaise de football travaille beaucoup en profondeur. Je pense qu'ils sont en train de gravir. François, vous avez les félicitations de tout le monde parce que vous êtes une pionnière dans le football féminin. C'est vraiment un mérite. Hein. La Fédération football est très patiente, elle met des jalons. Et je pense que le succès d'aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé dans les jeunes, chez les U17, chez les U19, chez les U20. Parce qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler, ils sont sur la bonne voie. Oui, absolument. Alors, on va à présent parler des champions d'Afrique, des Lions champions d'Afrique, avec d'abord Joseph Lopi, le milieu de terrain du FC Sochaux, qui a fêté son 100e match hier lors du match de championnat opposant Sochaux à Paris FC. Il y avait 2 champions d'Afrique sur la pelouse, puisque Moustapha Nam également était sur la pelouse. Bon, victoire du Paris FC, 3-1 quand même. Mais Joseph Lopi, qui a été célébré par son club d'FC Sochaux, entraîné par un certain Omar Daf. Sochaux, donc, qui est actuellement 5e du championnat de Ligue 2 française avec 44 points. On lui souhaite à Omar Daf de retrouver la Ligue 1. Et félicitations à Joseph Lopi également. Félicitations à Moustapha Nam aussi, qui a gagné, n'est-ce pas, contre Joseph Lopi. Alors, il y avait 2 autres champions d'Afrique qui se sont croisés ce week-end également. Il s'agit de Sadio Mané et Edouard Mendy. C'était lors de la finale de la Carabao Cup en Angleterre. Victoire, évidemment, de Liverpool de Sadio Mané, donc, qui s'est imposé à la séance des tirs au but 11-10. Alors, l'entraîneur Thomas Tuchel est en train de subir les foudres du monde entier puisqu'il sort Edouard Mendy pour mettre Kepa. Kepa qui non seulement n'arrête aucun ballon mais va rater le penalty décisif qui va sacrer Liverpool. C'est incroyable. Mais après, il faut être honnête aussi, ça a été toujours le cas. Hein. Il a toujours sorti Mendy pour mettre Kepa lors des séances de tir au but. Mais surtout, beaucoup se posent la question puisque c'est Kepa qui a été gardien pendant toute la compétition, en tout cas la Carabao Cup. Il aurait peut-être dû démarrer la finale. Bien. Souvent, on parle de coaching gagnant. Je pense que lui, il a fait un coaching perdant hier. En sortant Edou, alors qu'il a réalisé un excellent match, je pense. Il fait 2 gros arrêts. Il a arrêté 2 ballons de but, voilà, surtout face à Salah, face à Mané également. Mais Edouard Mendy, qui reste en tout cas très positif, je pense, il a pris la chose très sereinement. Je pense aussi que c'est ça le sport et que les décisions, à la limite, c'est les coachs qui le prennent. Et voilà, il faut respecter cela et rester aussi... Ils ont une logique que personne n'a. Voilà. Et surtout, ils réalisent un clean sheet aussi dans ce match-là, puisque la décision s'est faite lors de la séance d'études. Vous comprenez ce choix de vous qui êtes entraîneur, hein, de sortir le gardien titulaire pour mettre... Parce qu'on pense que Kepa est meilleur que Edouard Mendy à la séance des tirs au but, même si pour la CAN, il a prouvé le contraire. C'est un problème de ressenti. Hein. Comme ça se fait au basket. Des fois, on fait des choix qui ne sont pas compris.
Mais l'entraîneur qui vit avec ses joueurs pendant tous les jours de la semaine, je pense qu'à des paramètres très fiables. Mais je pense qu'après, comme Fatima te l'a dit, c'est un coaching perdant. Et Edouard, qui était dans une logique, dans une euphorie de succès, aurait pu, avec la confiance qu'il a engrainée, aurait pu peut-être faire mieux. En tout cas, nous l'encourageons et puis il a le soutien de tout le monde. Et puis personne n'a perdu, hein. Sadio a gagné, donc c'est le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne. Bon, même si Sadio a été sorti, et ça aussi, les supporters de Liverpool ne comprennent pas pourquoi Jürgen Klopp a fait ce choix-là. Mais bon, c'est un autre débat. Allez, on va changer complètement de discipline et nous rendre du côté de la Casamance, à Ziguinchor, notamment pour suivre le Casa Cross Tour, la deuxième édition, 216 km de boucle à faire pour les participants. Il y avait des Sénégalais, des Français, des cyclistes venus d'un peu partout participaient donc à ce Casa Cross Tour, la deuxième édition. Les temps forts avec Abdoulaye Sinkare. C'est au rythme du comité Allez Casa que le peloton est accueilli à l'ancien bac. Le vainqueur du jour, c'est lui, Sidi Diatta, avec le dossard numéro 9. Tout a commencé vers les coups de 16 heures à la place Jean-Paul II. Des cyclistes venus de la Guinée-Bissau, de la Gambie et de la France, aux côtés de leurs homologues sénégalais au départ de cette deuxième étape du Casa Tour. Direction Adéane, à une quarantaine de kilomètres de Ziguinchor. Sur une route alternant l'asphalte et le pavé, les coureurs ne se sont pas fait de cadeaux, tout en contemplant les beaux paysages. Au retour d'Adéane, un circuit fermé à l'intérieur de Ziguinchor avant l'arrivée à l'ancien bac. Le premier à franchir la ligne, c'est Sidi Diatta, venu du Cap Skiring. C'est une grande fierté pour notre club et une grande fierté pour mes coéquipiers. Tout ça, c'est grâce à mon coéquipier, surtout à mes collègues. Il y avait Vincent, René et Dimouna, avec Denis aussi, notre coach. Le Casa Tour en est à sa deuxième édition, mais le vélo a toujours fait partie du quotidien des populations. En Casamance notamment, tous les jeunes naissent avec connaissance de vélo. Parce qu'à partir de 12 ans déjà, la plupart des jeunes, ils partent à l'école avec des vélos. Mais malheureusement, on n'a pas professionnalisé ce domaine, comme quoi que ça peut être un des domaines qui est aussi qui peut promouvoir des champions. Donc ce qui fait que on pratique du vélo, mais c'est pour aller dans les boutiques. Et nous, on est venus aujourd'hui pour au moins amener des valeurs ajoutées à cela. Avec ce tour, la destination Casamance tient un nouveau levier pour sa promotion. Au-delà de cette promotion de la destination, il est en train de faire aussi la consolidation de la paix, la promotion de la paix, parce que là où le cycliste passe, on a tendance de voir que ces zones doivent être en sécurité, parce que le cycliste est en contact direct avec l'environnement. Donc ce qui fait que ça rassure les populations, ça rassure les gens qui sont de l'extérieur. La Casamance, il y a des paysages qui sont très beaux, donc il y a aussi des architectures extraordinaires. C'est cela qui fait la promotion d'une destination. Les 3 étapes qui se sont déroulées à Bignona, Ziguinchor et Oussouye font un total de 216 km. À l'arrivée du Cap Skiring, le maillot jaune est porté par Vincent Aldebert, un ancien champion de France, suivi de Saliou Contador du Sénégal et de Sadio Cissé de la Gambie. Voilà, donc le Casa Cross Tour, deuxième édition, donc, qui a eu lieu ce week-end. Alors, on arrive au terme de cette émission. On va remercier Fatoumata Savané, François Sec. Merci. Merci également à Moustapha Gueye, directeur technique national, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. On remercie l'équipe technique avec aux manettes Omar Diaye. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre Galaxy Sport. Mais en attendant, restez sur la RTS. Les programmes continuent. Très bonne suite des programmes, justement, sur